Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle review. Aujourd'hui, on va parler du retour du tisseur au cinéma et de son entrée dans le Marvel Cinematic Universe. Spider-Man est créé en 1963 par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Steve Ditko. Il apparaît d'abord dans le comic book Amazing Fantasy, dont il va relancer nettement les ventes. Ce succès entraînera la création de sa propre série, The Amazing Spider-Man. Petit à petit, le personnage entre dans la pop culture en côtoyant les Avengers et en faisant l'objet de nouvelles aventures en comics, mais aussi par exemple en séries animées très populaires pour certaines. Alors que Marvel Comics traverse une crise dans les années 80-90, ils revendent les droits d'adaptation de leurs super-héros. X-Men, les 4 Fantastiques et Deadpool partent chez Fox, tandis que Spider-Man est racheté par Carolco Pictures, qui tente d'en faire un film. Dans les projets envisagés, il y en a un qui devait être réalisé par James Cameron, qui voulait donner sa vision du super-héros araignée. Non, je dis ça parce que j'ai fait une vidéo sur la filmographie de James Cameron, vous pouvez cliquer ici pour y accéder. Mais en 1995, l'échec critique du film L'île aux pirates fait couler la firme Carolco, et c'est là que Columbia Pictures, qui appartient à Sony, rachète les droits de Spider-Man. Je vous passe les fioritures, mais Sam Raimi, qui était tout en bas sur la liste des réalisateurs envisagés, est engagé pour réaliser un film Spider-Man qui sort en 2002. Personnellement, je n'aime pas ce film. Au-delà du fait qu'il est très mal vieilli, j'ai du mal avec les dialogues ridicules et un côté presque nanardesque par moment, sans oublier les nombreux raccourcis scénaristiques et un Willem Dafoe en roue libre. Mais il est vrai que le film a le mérite d'avoir un réalisateur qui porte une réelle vision et d'exploiter comme il se doit le potentiel de Spider-Man en tant que héros, mais aussi en tant qu'humain avec de vrais problèmes, ce qui le rend si différent des autres super-héros. Le film est un gros succès et une suite est donc mise sur les rails. C'est 2 ans plus tard que sort Spider-Man 2, toujours réalisé par Raimi. Ce film est une réussite incomparable. Sam Raimi va au bout de son ambition visuelle, le méchant Octopus est à la fois très bien écrit et extrêmement marquant, le film fonctionne du tonnerre malgré une relation Peter MJ tout simplement insupportable. Alors un 3e film est mis en chantier, pensé comme l'apogée de la trilogie, un épisode qui clorera les intrigues des 2 films précédents. Sony impose à Sam Raimi d'inclure le symbiote Venom dans le film, malgré la réticence du réalisateur sur l'insistance des fans. C'est ainsi qu'en 2007, période charnière du genre super-héroïque, puisqu'un an plus tard sortirait le majeur The Dark Knight et le premier épisode du MCU, Iron Man, sort Spider-Man 3. Le 3e film est un tollé et il offense les fans comme les critiques. Je ne veux pas m'y étaler, mais ce film reste 100 fois supérieur à la plupart des films du MCU qui suivront. Ça reste un vrai film de cinéma, toujours avec une vision sur le personnage et des enjeux forts, des méchants tellement bien écrits et un rythme effréné. Alors oui, Venom est expédié et c'est dommage parce que le personnage mérite plus. Et oui, le film est par moments un peu fouillis, mais c'est du chipotage. Spider-Man 3 reste un film ambitieux et dantesque. Malgré tout, le film est un immense succès au box-office. Un 4e film est donc mis en chantier, Sam Raimi toujours aux commandes. La production avance, mais dans la tension. Raimi veut le vautour, Sony veut Carnage et Sam Raimi ne veut plus se faire avoir comme sur le précédent film. Alors que la production est pourtant bien engagée, le réalisateur claque la porte, suivi par Tobey Maguire et Kirsten Dunst. C'est alors que Sony, sans prendre le temps d'un battement, lance un reboot avec une toute nouvelle équipe et un nouvel acteur. En 2012, sort The Amazing Spider-Man réalisé par Mark Webb, qui est à l'origine du formidable 500 jours ensemble, et le film est intéressant. C'est une vision différente de celle de Raimi, qui tente de surfer sur la mode sombre entraînée par les Batman de Nolan. Mais racontant sensiblement la même histoire, The Amazing Spider-Man reste dans l'ombre de la trilogie désormais culte de Sam Raimi. Le film étant un succès au box-office, la barre est redonnée à Webb pour faire sa suite. 2 ans plus tard sort donc The Amazing Spider-Man 2, qui est à mes yeux un film extrêmement réussi. Webb livre sa vision pop et colorée du héros, mais malgré ça avec des enjeux forts, des personnages étoffés et une histoire pensée comme une fresque super-héroïque relatant la vie de Spider-Man plus qu'une aventure en particulier. Alors oui, le rythme en pâtit parfois, mais l'intention est tellement ambitieuse pour un résultat aussi efficace que force est de constater qu'on est face à un film bien que différent, à la hauteur de ce qu'avait pu faire Sam Raimi. Et pourtant, la suite de l'aventure est comme un remake de ce qui est arrivé à Spider-Man 3. Les fans, comme les critiques, démontent le film, mais il fait une performance au box-office suffisante pour mettre en chantier une suite. I want you to remember the one man who beat you. Whoa. What? 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 Suite à cette annonce de la distinguée concurrence, Marvel Studios, qui est en train de développer son univers étendu, décide de répondre en lançant un projet qui reprendra le même schéma de base, à savoir super-héros versus super-héros. C'est ainsi qu'est annoncée une adaptation des comics Civil War dans lesquels Spider-Man tient une place prédominante. Problème, Spider-Man ne fait pas partie de l'univers puisque Marvel n'en possède pas les droits. La pression des fans et le leak de mails échangés entre Sony et Marvel pousseront Sony à s'allier à Marvel pour partager le personnage de Spider-Man et l'inclure dans Civil War. L'incursion du Spider-Man d'Andrew Garfield n'aurait pas été si compliquée, mais ce n'est pas la direction qui a été retenue par Marvel Studios. Et donc engager une 3e saga 2 ans après la précédente.
J'étais, à titre personnel, vraiment dégoûté, mais force était de constater que même s'il était incrusté à l'arrache, le Spider-Man de Civil War était plutôt une réussite, avec des trouvailles intéressantes et une direction prise qui était différente des précédentes versions. Et la bande-annonce m'avait plutôt plu, ça avait l'air fun, assez épique et différent. Bref, c'est ce que j'attendais. Spider-Man Homecoming est un film réalisé par John Watts, avec au casting Tom Holland, Robert Downey Jr., Michael Keaton ou encore Zendaya. Alors que Peter Parker se remet des événements de Civil War, il tente de garder le contact avec Tony Stark pour reprendre des missions aussi vite que possible. En attendant, il joue les héros de proximité dans son quartier tout en composant avec sa vie de collégien, alors qu'une nouvelle menace bien plus importante émerge doucement et qu'il est le seul à la voir. Alors, c'est comment? Bah tout va bien. C'est ça qu'on retient de Spider-Man Homecoming. Tout va bien, ouf, on est rassuré. Tout va bien puisque Peter Parker ne galère jamais à payer son loyer ni à pécho, et ni lui ni sa tante ne sont tristes ni même traumatisés de la mort de l'oncle Ben pourtant survenue même pas un an plus tôt. Tout va bien puisque le méchant ne met jamais la vie de Peter Parker ni même d'un quelconque de ses proches en danger. Tout va bien parce que si Spider-Man n'a presque plus aucun pouvoir, Tony Stark est là pour lui faire un costume sophistiqué et gadgeté au ridicule. Tout va bien parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Tout va bien puisque comme le film ne tente rien, il ne rate pas grand chose, si ce n'est l'idée même d'être un vrai film différent et unique, et non pas un épisode anecdotique d'une série qui commence à être légèrement redondante. Le film est fun, divertissant, on rigole bien puisque les blagues sont plutôt réussies, et on digère le film aussi vite qu'il passe, puisqu'il est bien rythmé. Mais le digérer, ça veut aussi dire qu'on l'oublie tout aussi vite. Tu regardes ça de manière passive, sans jamais avoir besoin de réfléchir ni de t'inquiéter pour un personnage. C'est ce qui m'arrivait, j'étais passif devant le film, je riais de temps en temps, et puis parfois je me réveillais en me disant « Putain, c'est quand même pas terrible du tout !» Et il m'a fallu peu de temps pour mettre le doigt sur le problème. Où sont les enjeux? Ce film n'a aucun enjeu, aucune gravité. Spider-Man a toujours eu la particularité d'être un humain avec des problèmes de personne normale. Là, tout va bien pour lui. Celui qui est censé être un loser au collège est en fait un mec trop musclé, qui tchatche avec la meuf la plus populaire du collège et qui a des super potes. Le film passe son temps à te dire qu'il est un loser alors que dans les faits, il est plutôt populaire. Le seul qui ne l'aime pas du tout, c'est Flash Thompson qui lui, est plutôt montré comme un total loser. De plus, existe la mort de l'oncle Ben, qui n'est pas remontré pour ne pas faire redondance avec les deux versions précédentes. Ce qui en soi est une bonne idée, mais malgré le fait qu'elle ne soit pas montrée, on sait qu'elle est arrivée, et ce il y a un peu moins d'un an. Parker y fait rapidement référence à un moment, mais on a l'impression qu'il n'est pas triste du tout, qu'il s'en est remis et surtout qu'il ne se sent absolument pas coupable. C'est bien de ne pas remontrer la mort, mais il faudrait au moins en avoir l'impact. Même Tante May n'y fait jamais référence. Avant, Tante May ne devait pas savoir que son neveu était Spider-Man, ou elle s'en boufferait les doigts. Avant, Peter Parker ne voulait pas révéler à sa petite amie qu'il était Spider-Man par peur de ne pas la mettre en danger. Ici, c'est juste que c'est un secret. Avant, Parker avait des problèmes d'argent. Là, il est sponsorisé par un milliardaire. Avant, Spider-Man avait des pouvoirs. Maintenant, il a des gadgets dans son costume, jusqu'à sa super audition elle-même qui lui est donnée par le costume. Avant, un film Spider-Man était un événement cinématographique, un film qui proposait une vision. Et aujourd'hui, c'est un épisode filler d'une mauvaise série télé. Et c'est ça qui au fond est si désespérant. Le film est totalement insipide, rien n'est grave, tout va bien en toutes circonstances. Je ne fais pas ces comparaisons pour vous dire que ce n'est pas fidèle. Je suis pour quelque chose de différent et je suis pour les changements dans les adaptations ou les remakes et les reboots, mais pas quand ces changements portent directement atteinte à la qualité intrinsèque du long métrage. Là, quand tu supprimes l'essence même du personnage de Spider-Man, qui est d'être un être humain avec des problèmes de la vie de tous les jours, tu supprimes les enjeux d'une part et tu le rends banal de l'autre. Spider-Man devient interchangeable avec n'importe quel héros banal. Surtout que le film trahit à mes yeux une intention claire, trouver un nouvel Iron Man. Alors que Robert Downey Jr. arrive à la fin de son aventure en tant qu'Iron Man, qui sera probablement amené à mourir dans Avengers 4, il faudra un héros similaire pour prendre la relève. La relation mentor-padawan va plus loin que ça, puisque Stark va jusqu'à demander à Peter d'être lui en mieux, en plus de lui donner un costume aux fonctionnalités illimitées. Hormis un Peter Parker totalement foiré malgré un Tom Holland qui fait au mieux, et une Tante May pour laquelle on insiste trop sur le fait qu'elle est bonne, les personnages secondaires sont plutôt réussis. Ils n'ont aucune épaisseur mais remplissent plutôt bien leur fonction, et alors qu'ils sont totalement réinventés par rapport aux comics, c'est plutôt bien exécuté même si pas d'une nécessité folle. Le personnage du vautour est à la fois un mec qui fait ça parce qu'il n'a pas trop le choix pour faire survivre sa famille, et de l'autre côté un mec qui se marre de tuer des gens. Donc le film ne sait jamais sur quelle direction partir avec ce personnage, et ça se voit un peu. Heureusement Michael Keaton est là pour sauver les meubles, ça fait plaisir de le voir à l'écran, donc il rend son personnage, si ce n'est réussi, correct de par son interprétation solide et cynique. La réalisation ne vole pas beaucoup plus haut. Si la photographie colorée est plus sympa que celle grisâtre de Civil War, par exemple, on n'est clairement pas face à un réalisateur qui va proposer une vision pour transcender le matériau de base. On est dans l'exécution pure et simple. Aucune idée de réalisation particulière à noter, aucun plan particulièrement marquant, ou bien il est copié sur un précédent film, et chose surprenante, il n'y a pas une seule scène dans laquelle Spider-Man virevolte entre les immeubles. C'est pourtant le style de scène qui permet un moment esthétique et épique, qui pose un peu le récit. Mais non, le film ne doit jamais prendre de pause, il faut aller à 1000 à l'heure et enchaîner les gags, histoire que le spectateur ne prenne surtout pas de recul sur ce qu'on est en train de lui injecter. Le thème musical, composé par Michael Giacchino, ressemble à tous les thèmes des autres films du Marvel Cinematic Universe. C'est sympa, ça accompagne bien l'action, on s'en souvient 5 minutes après la sortie du film,
et après on l'oublie à jamais. Et ça n'a aucune originalité ni une composition particulièrement intéressante. Ce film joue sur deux terrains, raconter une nouvelle aventure de Spider-Man et l'inclure dans le Marvel Cinematic Universe. Malheureusement, il donne l'impression que sa priorité est de l'inclure dans le MCU et que l'histoire est une toile de fond, alors que ça aurait dû être totalement le contraire. Faire écho aux événements de Civil War comme c'est fait au début, et garder l'idée que le méchant tient sa motivation et son matériel des événements du premier Avengers suffisait amplement à connecter le film au reste de l'univers. Pas besoin d'un Iron Man en grande pompe, ni d'un teasing à gros coups de sabot pour Civil War qui en plus n'aboutit à rien. Heureusement, Vision, War Machine et Nick Fury, qui étaient à l'origine prévus, nous ont été épargnés. Si le méchant est légèrement au-dessus de ce à quoi nous avait habitué la saga Marvel, si Tom Holland fait ce qu'il peut dans un personnage très mal écrit, si le cast général est honorable, si Jon Watts ne fait pas d'erreur fondamentale derrière la caméra, si le film se regarde au final sans grand déplaisir, le goût à la sortie de la séance m'est resté dans la bouche très amer, car le film n'avait rien pour se démarquer et succède à 5 autres films Spider-Man très différents et uniques et globalement au-dessus de la production super-héroïque actuelle. Et là où un Wonder Woman ou un Doctor Strange n'étaient pas particulièrement intéressants, ni au-dessus des autres productions super-héroïques, ils avaient au moins le mérite d'être plus soignés visuellement, mais surtout d'avoir des enjeux, quelque chose pour quoi on peut s'inquiéter. Pour moi, et de manière évidente, Homecoming loupe le coche. Ce film ne marquera pas et s'inscrira comme un des innombrables épisodes filler de la saga Marvel Studios. Et sinon, quand est-ce qu'on a du vrai cinéma ? J'attends beaucoup d'Avengers Infinity War. J'avais bien apprécié la manière qu'ont les Russo de raconter une histoire et de rythmer leurs films, même si ni Winter Soldier ni Civil War n'étaient de grands films. La promesse d'Infinity War est dantesque. Une épopée épique, le point culminant de 10 ans de saga où tout le monde peut mourir à tout instant, donc de grands enjeux, avec un vrai méchant charismatique et construit et une ambition visuelle et narrative démesurée. Bref, tout le contraire de la plupart des autres films du MCU. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à aller voir le premier épisode de Focus, ma nouvelle émission, dont le premier épisode porte sur le cinéma de James Cameron. Cette vidéo a reçu des accueils très positifs et je vous en suis immensément reconnaissant. Je remercie également Durandal de l'avoir partagé. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en laissant un petit pouce bleu, en la partageant sur les réseaux sociaux, en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse. Salut.